Bonjour à tous, merci de nous retrouver en direct sur Public Sénat. Nous allons aller tout de suite dans l'hémicycle pour les questions cribles. Les questions cribles, vous le savez, c'est des questions très précises posées par les sénateurs à un ministre. Et cette semaine, le thème, c'est la situation budgétaire des caisses d'allocation familiale. Et la ministre, c'est Dominique Bertinotti, la ministre en charge de la famille. Très bonne séance à tous, on se retrouve tout à l'heure. Il y a plus de 100 000 dossiers en retard aujourd'hui aux caisses d'allocation familiale. Les différents plans d'action de la direction, consistant en la fermeture de bureaux d'accueil et au recours d'heures supplémentaires, n'ont rien résolu. La CAF joue pourtant un rôle essentiel d'amortisseur social face à la crise. Dans un autre département que je connais bien, celui des Hauts-de-Seine, plus de 20% des allocataires vivent avec le RSA. Or, avec l'application de la réforme générale des politiques publiques, la fameuse RGPP, les budgets attribués aux caisses dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion sont en constante diminution. Ces conventions ont pour objectif d'assurer une meilleure efficience de la mission de service public des caisses. Mais comment assurer une meilleure efficience du système avec toujours moins de moyens ? Par rapport Tous les rapports d'expertise obtenus par les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail montrent une dégradation de la situation des agents des caisses. Les représentants du personnel dénoncent, eux, une baisse de 13% du pouvoir d'achat des salariés de la CAF sur 10 ans et constatent aussi une multiplication des demandes de prêts au comité d'entreprise de la part des employés n'arrivant plus à payer leur loyer. Aussi, au regard de cette situation, le groupe écologiste aimerait connaître les orientations que compte prendre le ministère de la Famille pour permettre une amélioration des conditions de travail des employés des caisses d'allocation familiale dans le cadre de la nouvelle convention d'objectifs et de gestion qui va débuter. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole à Madame Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, vous avez à la fois tout à fait raison de souligner la charge de travail des employés des caisses d'allocation familiale, qui est une charge importante. Et je puis vous assurer que nous sommes très vigilants à effectivement ce que figure dans la future convention d'objectifs et de gestion des réponses très concrètes pour améliorer les conditions de travail de ce personnel dans les différentes caisses d'allocation familiale. En particulier pour ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail, il y a à la fois la nécessité d'aménager des locaux qui sont souvent dans nombre de caisses d'allocation familiale des locaux vétustes. J'ai eu l'occasion par exemple de me rendre à Mantes-la-Jolie où des incidents très graves se sont déroulés et ont mis à la fois en péril la situation de la locataire mais aussi la situation des agents, faute d'une modernisation suffisante de ces locaux. C'est pour cela que la COJE va apporter deux types de réponses. D'une part, va comporter un volet immobilier de la COJE qui comportera des crédits pour l'aménagement des locaux et notamment des lieux d'accueil. On sait qu'à l'inverse, par exemple, la caisse d'allocation de Montbéliard a effectué ces travaux d'accueil au plus grand bénéfice et des allocataires et aussi du personnel. Et d'autre part, un deuxième volet qui sera pointé dans la future COJE, qui est le volet ressources humaines, qui insiste sur l'accompagnement des agents, qui met l'accent sur l'amélioration des conditions de travail, de sécurité et la prévention des risques psychosociaux. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Vous disposez d'1 minute pour répondre à Madame la ministre. Merci de vos informations et de vos réponses, Madame la Ministre. Nous avons bien conscience que la situation budgétaire aujourd'hui dans ce pays est compliquée et déjà améliorer les conditions de travail et les conditions d'accueil et de lieux d'accueil à la fois du public et des lieux naturellement où travaillent les agents des caisses d'allocation familiale est quelque chose d'essentiel. Je pense qu'il faut aussi réfléchir quand même à une forme de revalorisation aussi en termes de revenus de ces agents parce que la situation est telle, c'est qu'ils
habitent souvent dans des centres urbains, où la pression foncière ont fait que leurs propres loyers ont augmenté. Je citais effectivement les demandes croissantes auprès des comités d'entreprise d'aide, de soutien, et on peut noter également une demande très très forte d'avance sur salaire dans ces populations dès le 20 ou 21 du mois. Et donc on a une situation là aussi salariale et de rémunération qui est particulièrement compliquée pour des gens qui sont au premier plan pour affronter la crise, la difficulté sociale. Merci. Très bien, merci. La parole est à présent au président Yvon Collin pour le groupe RDSE. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, dans le contexte de crise que nous connaissons et alors que le chômage a atteint 10,4% au premier trimestre 2013, les caisses d'allocation familiale jouent plus que jamais leur rôle d'amortisseur social, pour reprendre les termes du président de la CNAF. Elles sont devenues le rempart essentiel dans la lutte contre la précarité, mais face à une demande sociale croissante, les agents qui y travaillent sont confrontés, comme cela vient d'être dit, à d'importantes difficultés. Les chiffres sont éloquents, 19 millions de visites par an, près de 75 millions de courriers, plus de 16 millions d'appels téléphoniques. Il ne faut pas se leurrer, les nouvelles missions qui leur ont été assignées par les dernières conventions d'objectifs et de gestion et la baisse des effectifs dans le cadre de la RGPP ont aggravé la situation. Aujourd'hui, tant les agents que les allocataires en paient le lourd tribut. Les CAF accumulent le retard dans les traitements des dossiers, amplifiés par des procédures complexes, il faut bien le reconnaître, ce qui contraint certaines d'entre elles à fermer temporairement l'accueil au public. Ce n'est pas acceptable. En première ligne de la prise en charge les plus vulnérables, les agents, dont je tiens à saluer le dévouement, endurent le plus souvent les insultes, les menaces, les agressions, parfois même les chantages au suicide. Ils doivent affronter quotidiennement la détresse de ceux pour qui le retard dans le versement des allocations est lourd de conséquences. Madame la Ministre, la prochaine convention d'objectifs et de gestion 2013-2016 doit permettre de mieux maîtriser la charge de travail qui pèse aujourd'hui sur les caisses d'allocation familiale. Pouvez-vous nous assurer qu'un effort particulier sera fait de manière pérenne en matière de recrutement ? Et c'est à cette condition que les caisses d'allocation familiale pourront à nouveau remplir pleinement leur rôle d'amortisseur social et assurer leur mission de service public. Je vous remercie par avance, Madame la Ministre. Merci, Madame la Ministre. Je pense que nous serons d'accord sur le constat qu'effectivement, avec la crise économique, il y ait surcroît de travail et augmentation malheureusement du nombre des allocataires. Et je tiens à dire que c'est quand même la gestion du RSA qui a contribué d'une certaine façon à des formes d'embolisation des caisses d'allocation familiale. Je voudrais quand même que dans ce paysage que vous présentez, qui est un paysage très sombre, on puisse dire combien, vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens, le rôle des CAF est un rôle déterminant, non seulement dans la délivrance des prestations, mais aussi dans le rôle d'accueil et effectivement d'écoute de situations sociales souvent dramatiques. Et c'est vrai que nous savons que le nombre de dossiers à traiter s'est accru tout au long des dernières années, que le niveau de stock atteint depuis décembre 2012 est ainsi le plus élevé et jamais enregistré depuis que cet indicateur existe. C'est pourquoi, effectivement, la maîtrise de la charge de travail des CAF est un objectif prioritaire de la future COGE. Cela signifie quoi? Cela suppose la poursuite des efforts d'efficience, des efforts de mutualisation qui ont commencé à être ébauchés dans les années précédentes afin de moderniser l'outil de travail des CAF, mais aussi la nécessité de poursuivre des efforts de simplification administrative dans l'instruction des dossiers, avec des efforts importants en matière de dématérialisation des dossiers, avec une réflexion sur les pièces justificatives nécessaires et aussi simplification sur la gestion même des prestations. Une réflexion sur l'évolution des effectifs, sur laquelle je pense j'aurai à revenir, est également engagée dans le cadre de la négociation de la future COGE. Merci, Monsieur Yvon Collin. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je prends acte d'abord que vous considérez, vous donnez votre accord sur le constat des difficultés auxquelles sont aux prises les CAF. Je prends acte également
des dispositions que vous entendez donner, les orientations que vous entendez donner pour que cela s'améliore. Vous faites état, j'ai l'air de dire que j'avais un peu noirci le tableau. Je crois qu'ici, sur tous les bancs, je crois que chacun sait que la situation est très préoccupante, qu'elle est difficile, on ne s'en réjouit pas. Et je compte sur votre diligence et celle du gouvernement et sur sa volonté pour effectivement faire un signe fort en direction en particulier des personnels des CAF, mais aussi des populations qui attendent un signe fort de la part du gouvernement. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci. Je passe la parole à présent à Madame Caroline Cayeux pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, permettez-moi de vous interroger sur un sujet qui devrait être simple, mais qui apparaît comme devenant un parcours du combattant. Je voudrais parler de la complexité des formulaires. Vous venez de le sous-entendre il y a quelques instants dans la réponse précédente. Je voudrais donc parler de la complexité des formulaires et du nombre de documents à fournir par les prestataires des allocations familiales. Dans mon département de l'Oise, fin 2012, la CAF avait à traiter 134 000 dossiers allocataires. Elle est donc très sollicitée puisqu'elle reçoit 346 000 appels téléphoniques, 977 000 plis, soit 12% de plus que l'année 2011. Et il y a à ce jour plus de 200 000 visites des allocataires qui veulent s'assurer de leurs droits et de la nécessité des documents à joindre. Pour une demande d'aide au logement, par exemple, il faut fournir au moins une dizaine de justificatifs. Les allocataires, qui sont souvent en grande précarité et en grande détresse, ont non seulement du mal à assimiler ces contraintes, et pour certains d'entre eux, à comprendre les formulaires qu'ils doivent déposer. Ne pourrait-on pas envisager une meilleure coordination des acteurs pour simplifier le système des prestations et pourquoi pas en fusionner certaines? Les prestations sont complexes et il me semble qu'il faudrait améliorer le service rendu. Je suis consciente que la question n'est pas simple à résoudre, puisqu'il faut maintenir aussi un certain nombre d'outils en matière de lutte contre les fraudes, mais je crois qu'une réforme de la gestion des prestations familiales allégerait à la fois les prestataires, mais également le personnel des CAF. Et cette réforme répondrait aux vœux de tous pour une meilleure gestion des dossiers. On a abordé il y a quelques instants la prochaine convention d'objectifs et de gestion qui devrait être l'occasion d'adopter des objectifs précis et des indicateurs de suivi. J'espère que celle-ci sera à la hauteur de l'espérance des CAF et de ses allocataires. Madame la Ministre, comptez-vous prendre des mesures pour donner aux caisses d'allocation familiale les moyens d'assurer la continuité du service public face à la demande sociale qui explose? Merci. Madame Bertinotti. Madame la sénatrice, effectivement, la simplification poursuit un double objectif, à la fois faciliter les démarches des allocataires et maîtriser la charge de travail des caisses d'allocation familiale. Cela peut prendre plusieurs formes. D'une part, il faut aller vers un développement significatif de la dématérialisation. Par exemple, dématérialisation de la déclaration de grossesse et faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'une seule déclaration pour tous les organismes de sécurité sociale, mais aussi pour la PMI et non pas redemander à chaque fois le même papier. Suppression de la fourniture d'un relevé d'identité bancaire papier. Il n'y aura plus de demande d'attestation de loyer pour l'allocataire pour l'ouverture d'un droit à l'aide au logement, puisque c'est une procédure de contrôle qui sera menée auprès des bailleurs. Et à terme, c'est-à-dire vers la fin de l'année 2014, on estime que l'ensemble des formalités pourraient s'opérer par Internet. Et on voit déjà de nombreuses caisses d'allocation familiale qui s'orientent vers cette dématérialisation systématique. Le deuxième axe, c'est de faciliter les démarches en renforçant les synergies avec les partenaires, améliorer les échanges avec les services fiscaux et les bailleurs sociaux, dématérialisation des échanges avec les MDPH pour la gestion des prestations handicap, dématérialisation des mutations interrégimes et dématérialisation de la transmission aux caisses primaires d'assurance maladie des demandes de couverture de maladie universelle complémentaire.
Enfin, le troisième axe, c'est la simplification des prestations, simplification du RSA, nous aurons l'occasion d'y revenir, simplification de la gestion des allocations logement, puisqu'il s'agit d'opérer une modification des dates d'effet pour limiter les indus, et ces travaux ont été initiés dans le cadre du rapport Fragonard et se poursuivent. Merci, Madame Cayeux. Merci Madame la Ministre pour ces précisions. Je me permets simplement d'ajouter que les allocataires et ceux qui viennent dans les caisses d'allocation familiale n'ont pas tous Internet à leur disposition et que la dématérialisation est, je dirais, une simplification qu'ils ne comprennent pas toujours et qu'il me paraît donc nécessaire d'expliquer un peu mieux. Ce que nous souhaitons évidemment et par rapport aux premières questions qui ont été posées par mes collègues, il ne s'agit pas d'augmenter les charges financières des caisses d'allocation familiale, mais bien de simplifier leur gestion et de leur permettre de répondre d'une manière peut-être plus rapide aux usagers et plus claire pour tous ceux qui n'ont pas à leur disposition Internet aujourd'hui et donc qui ne connaissent pas bien ces manœuvres. Merci Madame la Ministre. Merci pour la question suivante. La parole est à Valérie Létard pour le groupe UDI-UC. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. En attendant la signature de la COG, les acteurs locaux de la politique familiale, comme l'ont déjà dit un certain nombre de mes collègues, se posent aujourd'hui de nombreuses questions, Madame la Ministre. Les CAF s'inquiètent de l'arbitrage exact qui sera rendu en matière d'emploi. Leur équilibre charge-moyens est déjà chroniquement précaire, en dépit de l'utilisation permanente de mesures dites exceptionnelles comme les heures supplémentaires ou les fermetures d'accueil. Pouvez-vous nous confirmer la création de 700 emplois, dont 500 emplois d'avenir pour la période 2013-2014, et nous indiquer s'il est exact que les caisses auront par ailleurs à en rendre 1500 sur les années 2016-2017, ce qui signifierait au final une diminution des moyens en personnel des caisses. Vous nous avez assuré à de multiples reprises vouloir soutenir un effort majeur de simplification. Là où il y a 10 ans, un service petite enfance d'une commune remplissait un document pour le financement de la prestation de service unique, il en remplit aujourd'hui 6. Récemment, chaque caisse a été mobilisée pour faire remonter des propositions concrètes de simplification. Comment allez-vous les prendre en compte pour accélérer ce chantier ? En matière d'action sociale, vous avez annoncé une augmentation de 7,5% du Fonds national d'action sociale sur la période de la COG pour financer un plan petite enfance et la réforme des rythmes scolaires. Mais dans un même temps, est-il exact que les caisses départementales verraient leur dotation d'action locale baisser de 7,5 à 8%? Or, la raison d'être des fonds locaux est de compléter les dispositifs réglementaires pour mieux tenir compte des spécificités locales. S'agissant du département du Nord, vu son hétérogénéité, ce n'est que plus vrai et c'est ce qui avait justifié la mise en place de commissions territoriales. Vous ne souhaitez pas, Madame la Ministre, que la diversité devienne disparité. Elle ne doit pas non plus devenir uniformité et recentralisation, ce qui lui ferait perdre tout son sens, toute sa proximité. Enfin, pouvez-vous nous confirmer que la prochaine COG garantira la continuité du régime de gouvernance aménagé à travers ces 8 commissions territoriales propres à la CAF du Nord et garantes de l'équilibre des territoires? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, Madame la Ministre. Madame la sénatrice, 2 minutes pour répondre à ce qui définit la politique familiale. Je ne sais pas si je mènerai ce tour de force. Je vais essayer, au travers des diverses questions qui sont posées, d'y apporter au moins partiellement des éléments de réponse. Je voudrais quand même dire sur la progression du FNAS, qui est de effectivement 7,5%, mais qui veut dire que lors de la précédente convention d'objectifs et de gestion, il est passé de 4 à 4,6 milliards et que là, il va passer de 4,6 milliards à 6,6 milliards. Donc, c'est quand même une augmentation très substantielle dont on sait qu'une grande partie des fonds vont aller en direction de la petite enfance et donc vont contribuer à aider les collectivités dans leur effort de développement des modes d'accueil des 0-3 ans. Je tiens à dire aussi
que 2 fonds spécifiques vont être créés qui n'existaient pas, un fonds d'accompagnement pour en particulier les communes qui peuvent avoir éprouvé quelques difficultés de fonctionnement et dans la gestion de leur établissement d'accueil de la petite enfance et qu'il sera fait pour les aider, et un fonds également de correction des inégalités territoriales, l'un et l'autre étant dotés de 100 millions d'euros. Pourquoi je me permets de préciser cela, comme je pourrais également dire que 250 millions d'euros vont être consacrés à la réforme des rythmes scolaires et là aussi vont être dans un accompagnement financier des collectivités. À un moment donné, mesurer que l'effort financier est tout à fait substantiel et que, pour le coup, je ne veux pas dire que l'on va enlever forcément sur d'autres lignes, mais qu'à un moment donné, des choix sont faits effectivement pour renforcer le développement des modes d'accueil et effectivement pour recibler l'affectation des fonds et des finances vers ce qui est la correction d'inégalités territoriales qui est jugée aujourd'hui insupportable par l'ensemble de nos concitoyens. Voilà ce que je pouvais déjà vous dire dans le cadre des 2 minutes, mais j'aurai l'occasion de revenir sur les effectifs. Merci. Madame Valérie Létard. Peut-être très rapidement pour remercier Madame la ministre pour sa réponse, mais c'est vrai que je pense que les personnels des caisses ont besoin quand même d'être rassurés sur le maintien des effectifs. Je l'ai dit tout à l'heure, on l'a à peine survolé, mais c'est quelque chose dont on a besoin d'avoir vraiment la sécurité, car vous n'êtes pas sans savoir que dans le contexte économique actuel, le public accompagné par les caisses est plutôt en voie de progression, que les publics en grande difficulté sont nombreux et que ça va générer bien évidemment un accompagnement, y compris dans ces fameux dispositifs d'action sociale, extrêmement lourd, extrêmement important. Et sur le dispositif d'action sociale, c'est vrai, Madame la Ministre, globalement l'enveloppe progresse, mais vous savez bien qu'une partie nécessitera l'accompagnement des collectivités si vous voulez créer des places, par exemple petite enfance, que ces contributions, elles vont avoir lieu au moment où on réduit les dotations des collectivités locales et que donc il faudra veiller aussi à cet équilibre dans les cofinancements, qu'ils ne deviennent pas de plus en plus lourds et inaccessibles pour les communes. Et dernier élément, parce que j'abuse du temps, c'est vraiment aussi que ces fonds d'action sociaux, je le répète, ils sont en train de diminuer sur la partie qui permet justement d'aller dans les territoires les plus en difficulté, s'adapter à ces réalités, accompagner dans la proximité ces difficultés qu'on rencontre beaucoup dans nos régions du Nord et qui nécessitent vraiment qu'on n'arrête pas cet effort au moment où les communes en auront plus que jamais besoin. Je vous remercie. Merci. La parole est à présent à Madame Jacqueline Alquier pour le groupe socialiste. Madame la ministre, comme partout en France, la charge de travail de la CAF du Tarn a connu une forte progression des flux d'activité ces dernières années. Le nombre d'allocataires a progressé de 51%, au même rythme que sur le plan national. Dans ce contexte de crise économique et sociale, le rôle du service public est évident. Pourtant, les effectifs des caisses continuent de diminuer. Ces dernières ne parviennent plus à faire face aux demandes des allocataires dont le nombre augmente chaque mois. S'ajoutent à cela les nouvelles missions dont elles ont la charge. Depuis 2009, elles gèrent le RSA et le RSA Jeunes, en plus de leurs missions traditionnelles. Je souhaite justement insister sur ce point. Les indus non intentionnels liés à la gestion du RSA pèsent sur les CAF. Aujourd'hui, le remboursement de sommes versées à tort concernant un allocataire sur 2 fait suite à une erreur de l'usager ou de l'organisme payeur. Il s'agit bien d'une erreur, pas d'une fraude. À la suite de ces dysfonctionnements, la Cour des comptes a refusé de certifier les comptes 2011 de la branche famille. Voilà donc où peuvent mener les dispositifs complexes. Ils ne sont pas neutres financièrement et entraînent des coûts de gestion conséquents. Ainsi, à moyen constant, les charges de gestion s'alourdissent considérablement. Malgré les fermetures auxquelles certains accueils de CAF ont dû recourir pour traiter les dossiers en attente, les retards continuent de s'accumuler et deviennent chroniques. Le recrutement de 1257 postes autorisés par l'État dans le cadre de la dernière convention 2009-2012 pour faire face à la prise en charge du RSA n'a pas lieu. Pourquoi ?
Dans ce contexte, les négociations qui vont s'engager pour préparer la nouvelle convention d'objectifs et de gestion apparaissent donc de première importance pour assurer la continuité de ces services publics aujourd'hui en de grandes difficultés. Des pistes sont évoquées pour améliorer cette situation, les nouvelles technologies, les simplifications annoncées, notamment concernant le RSA, qui devraient faire gagner du temps sur le travail administratif, ainsi que la mutualisation des moyens. En outre, les orientations de la politique familiale n'apporteront pas de surcharge supplémentaire pour les CAF, dans la mesure où c'est l'évolution du quotient familial qui a été retenue et non la modulation des allocations familiales selon les revenus. Cependant, il semble que la vraie solution serait de réinjecter des postes de la branche familiale. Cette orientation peut-elle être envisagée, Madame la Ministre, et dans quelle mesure? Très bien, merci. La parole est à Madame la Ministre. Madame la sénatrice, la question centrale est celle des indus que vous évoquez dans votre question. Et effectivement, cette question des indus est une question centrale pour la branche famille. Cette question doit être appréhendée de manière globale, indus, fraude et maîtrise des risques. À ce titre, plusieurs objectifs sont poursuivis. Tout d'abord, un objectif comptable avec en point de mire la certification des comptes de la branche famille par la Cour des comptes. Ensuite, un objectif de paiement à bon droit puisque les allocataires doivent percevoir la prestation qui leur est due. Des difficultés, vous l'avez souligné, subsistent et il est hors de question de les nier. Elles sont liées essentiellement à la complexité de certaines prestations ou plus exactement à la nécessité d'ajuster très régulièrement le montant de la prestation en fonction de l'évolution des revenus de l'allocataire. Et c'est cela qui crée ce phénomène des indus. Donc cette prise en compte doit en outre répondre à une injonction paradoxale qui est payer vite et payer sans erreur. Ce qui est véritablement là la complexité de la chose. Le RSA, et notamment le RSA activité, illustre cette complexité puisqu'il s'agit d'examiner une déclaration trimestrielle de revenus et potentiellement du changement de situation des allocataires qui en bénéficient. Cette obligation de gérer des données fournies par les allocataires et contrôlée sur la base des informations transmises par les services fiscaux est particulièrement lourde et peut générer ce problème des indus. Les CAF rencontrent les mêmes difficultés avec les allocations logement. Le gouvernement a confié à Christophe Sirugue une mission sur les pistes d'évolution et de simplification du RSA activité. D'autre part, une mission IGF-IGAS travaille sur les règles de récupération des indus. Il s'agit effectivement de rechercher des pistes de simplification afin de limiter le poids de ces indus. Merci. Jacqueline Alquier pour quelques secondes. Madame la Ministre, vous avez semblé avoir pris la mesure du réel malaise auquel sont confrontés à la fois le personnel, mais aussi les usagers des caisses d'allocation familiale. Vous promettez des simplifications dans le traitement administratif, avec également des simplifications sur le plan fiscal et autres. Tout cela semble de bon augure. Les effectifs et les conditions de rémunération de personnel n'ont pas été abordés, mais je pense que vous y pensez également. Nous avons confiance à votre mission pour trouver de nouvelles pistes. Vous les avez évoquées. Vous aurez notre soutien. Merci. La parole est à Isabelle Pasquet pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, vous l'aurez compris, la question de l'emploi fait partie des préoccupations aujourd'hui à la veille de la signature de la future COG. C'est une grande inquiétude puisque effectivement nous avons appris que cette future COG pouvait contenir la restitution par le réseau des CAF de 1500 équivalents temps plein moyenne annuelle d'ici 2007, date de fin de cette nouvelle COG. Autrement dit, la modernisation de l'action publique voulue par le Président de la République ne rompt pas avec la logique de la révision générale des politiques publiques qui a eu pour effet de réduire le nombre d'agents et de dégrader considérablement les conditions de travail, accroissant les troubles psychosociaux et la qualité du service proposé aux usagers. La réduction des dépenses a commencé
celle des personnels demeure le principal levier du gouvernement pour réduire les déficits. Les besoins sont pourtant immenses. Dans un article d'un grand quotidien national, Jean-Louis Deroussin, président du conseil d'administration de la CNAF, estime que 70% des caisses d'allocation familiale sont submergées. À Marseille, il aura fallu que toutes les caisses ferment pendant 15 jours pour absorber une partie du retard accumulé, ce qui naturellement reporte le délai de traitement pour les demandes nouvelles. Dans ce contexte, l'annonce de la suppression de 1 500 postes n'est pas acceptable. Nous avons pris acte de la création éventuelle de 500 emplois d'avenir. Or, ces contrats sont par nature temporaires et compte tenu des exigences de restitution d'emplois, on peut s'attendre à ce qu'ils ne soient pas reconduits ni durablement embauchés. C'est un double gâchis pour les caisses et pour les jeunes concernés qui n'ont aucune perspective professionnelle à moyen terme. Donc, ma question, Madame la Ministre, est simple. Comment pouvez-vous, dans le cadre que vous vous apprêtez à signer avec la restitution de 1 500 emplois, garantir aux agents des caisses une amélioration de leurs conditions de travail et aux usagers un haut niveau de service, leur garantissant un traitement de qualité de leur dossier et dans un délai raisonnable? Merci. Madame Bertinotti. Sur la question des effectifs qui revient dans chacune des questions, d'abord la convention d'objectifs et de gestion n'est pas encore signée, donc attention aux chiffres qui peuvent circuler et qui ne sont pas forcément les chiffres définitifs qui aboutiront à être ceux qui figureront dans la future convention d'objectifs et de gestion. Je tiens à dire, comme je l'ai dit devant l'ensemble des directeurs des CAF à Montbéliard vendredi dernier, que ce qui peut être déjà acté, c'est que des effectifs supplémentaires seront affectés au réseau des CAF lors des 2 premières années de la convention d'objectifs et de gestion. Le gouvernement en a pris l'engagement au cours de la négociation. Il ne sera pas revenu il est hors de question de revenir sur cet engagement. Ça veut dire très concrètement quoi? Qu'au cours de ces 2 premières années, la branche sera autorisée à remplacer les départs en retraite et à recruter des effectifs supplémentaires. Et que, par ailleurs, donc cela signifie très concrètement que la CNAF va procéder à des recrutements classiques, mais aussi à l'embauche d'au moins 500 emplois d'avenir. Je veux bien que l'on crache sur les emplois d'avenir, qui sont quand même des emplois de 3 ans, qui permettent vraiment de mettre le pied à l'étrier de l'emploi de nombreux jeunes, qui sont des jeunes qui peuvent être les enfants, ou les frères, ou les sœurs, ou les cousins, ou les cousines, y compris des salariés des caisses d'allocation familiale dans des territoires qui en ont le plus besoin, et que j'attire quand même cette volonté exprimée pour les 2 années qui viennent d'un renforcement des effectifs, y compris avec l'embauche des emplois d'avenir. Reste posée la question, effectivement, dans les années suivantes. Et je tiens à dire que là, il faut qu'il y ait à la fois, et j'invite M. Deroussan à être aussi dans une démarche très volontariste en matière de simplification des procédures, de simplification et de mutualisation, de poursuite de cet effort qui doit être engagé, et auquel cas, effectivement, on pourra imaginer une adéquation entre la charge de travail et effectivement les effectifs. Quand j'ai dépassé mon temps, oui, Madame la Ministre, vous pourriez peut-être y revenir sur la question suivante. Juste sur les Bouches-du-Rhône, je vais être très rapide. On ferait plus court tout à l'heure. Je mets en garde quand même quand on évoque des situations très spécifiques de caisses d'allocation familiale, et en particulier celle des Bouches-du-Rhône. Il y a un énorme problème de gouvernance de la caisse familiale. Nous avons été obligés de nommer un administrateur provisoire. Quand il y a des problèmes de gouvernance, on peut comprendre qu'il y a ensuite des problèmes de gestion de la caisse. Merci. Madame Isabelle Pasquet. En quelques secondes, si possible. Oui, quelques secondes, Monsieur le Président. Un petit peu plus, Monsieur le Maine, si vous le permettez. Pour la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône, j'entends bien que c'est une situation particulière. Ceci étant, si on en est là, je pense que c'est aussi parce que la situation est explosive.
en termes d'effectifs et du nombre de dossiers à traiter. Je pense qu'à un moment donné, il faudra bien qu'on trouve une solution pour régler ce problème. Quant à l'expérience de simplification des procédures et de dématérialisation, on peut l'avoir, on peut la trouver chez Pôle emploi. Je pense que l'expérience n'est pas forcément probante en termes d'efficacité et de qualité et aussi des conditions de travail des agents de Pôle emploi. Pour toutes ces raisons, Madame la Ministre, je me permets d'insister sur le fait qui me paraît absolument nécessaire, et c'est notre sentiment à tous au groupe CRC, de maintenir les emplois à l'état qu'on connaît à aujourd'hui jusqu'à la fin de la COGE, c'est-à-dire jusqu'à 2017. Très bien. Très bien. La parole est à Madame Catherine Procaccia pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la politique familiale est au cœur de l'actualité. Vous avez annoncé certes la création de nouvelles places de crèche, mais aussi la réduction de moitié de la PAJE pour 280 000 ménages, une modification des pensions alimentaires non recouvrées, la création d'une allocation de 450 € pour les 18-25 ans qui ne sont ni à l'école, ni en formation, ni au travail, sans oublier la baisse du plafond du quotient familial et la déductibilité pour les emplois à domicile. Je ne partage pas la plupart de ces choix, mais le but de ma question est de mesurer leur incidence sur les CAF qui, pour l'instant, comme vous l'ont dit mes collègues, n'ont aucune visibilité quant à leur future convention d'objectifs et de moyens. Comment peuvent-elles avancer alors qu'elles ne connaissent pas les règles du jeu? Le gouvernement empile les missions supplémentaires, mais vous avez répondu à mes collègues qui me précédaient qu'il y aurait des moyens humains supplémentaires. Mais sachez que la charge s'accroît automatiquement avec la précarisation croissante du public, comme dans le Val-de-Marne, où pour désengorger les accueils, on ne passera bientôt plus que par Internet. Mais j'attire votre attention et celle de mes collègues que cette tendance va permettre d'accroître les risques de phishing sur justement une population d'allocataires de plus en plus fragilisée et qui risque de répondre n'importe quoi. J'aimerais, Madame la Ministre, savoir si en matière d'allocation de soutien familial, les CAF auront bien la possibilité de procéder par prélèvement direct auprès des employeurs, comme cela se fait pour les impôts. Et pourquoi faudra-t-il attendre 2016 pour que toutes les mères puissent bénéficier de ce système? S'agissant de la future allocation pour les jeunes de 18 à 25 ans en rupture avec leur famille, bizarrement appelée garantie jeune, quels moyens les CAF auront-elles pour identifier les bénéficiaires et vérifier ce critère de rupture? Combien de jeunes sont ciblés? Cette allocation va forcément engendrer une surcharge de travail. Les CAF que j'ai contactés en région parisienne n'ont aucune information. Comment travaillez-vous en amont avec elles pour ne pas monter une usine à gaz? Merci Madame Bertinotti. C'est toujours difficile dans une réponse en 2 minutes quand vous ciblez l'ensemble de la politique familiale, que rien ne recueille votre assentiment et que jusqu'à présent l'ensemble des questions, quelle que soit la couleur politique d'où qu'elles viennent, étaient quand même sur le fait comment faire en sorte que les caisses d'allocation familiale fonctionnent mieux. Donc moi je vais vous répondre sur 2 points. Un premier point qui concerne l'accueil, et au fond c'est une façon de répondre sur la dématérialisation. C'est vrai, vous avez raison de dire, un certain nombre d'allocataires ne bénéficient pas d'Internet. Mais par exemple, vous avez une caisse, je reviens sur la caisse de Montbéliard, qui a, au niveau de l'accueil, a installé tout un service Internet où il y a justement l'apprentissage pour les allocataires qui viennent de l'outil Internet. Ils peuvent venir tout seuls, une fois qu'ils maîtrisent cet outil, venir tout seuls régler tous leurs problèmes de dossier. Ça passe aussi par ce type de service qui est à rendre et qui est effectivement un gain de temps pour tout le monde, pour les employés et pour les allocataires. Je répondrai juste sur le RSA jeune, qui est une réforme qui venait de vos rangs. La complexité du dispositif qui a été peut-être mal mesurée empêche de nombreux jeunes d'en profiter. Aujourd'hui, il y a moins de 10 000 bénéficiaires de ce RSA jeune
et il n'y a pas d'aménagement prévu des conditions d'entrée dans le RSA jeune. Le gouvernement réfléchit donc à une réforme structurelle pour satisfaire les besoins financiers des 18-25 ans. Je l'ai dit tout à l'heure, Christophe Sirugue est chargé d'élaborer des propositions de réforme du RSA activité et de la prime pour l'emploi qui ont vocation à inclure les jeunes actifs. C'est dans quelques jours que ce rapport doit émettre ses conclusions, dont il sera tenu le plus grand compte pour être plus efficace à l'égard de cette population. Merci Madame Procaccia. Madame la ministre, je ne vous parlais pas du RSA jeune, je vous parlais de la décision du gouvernement annoncée par Matignon de mettre en place à partir du 1er septembre une allocation de 450 € pour tous les jeunes qui sont ni en formation ni en emploi et qui sont en rupture de famille. Ça n'a rien à voir avec le RSA jeune, c'est une nouvelle allocation, ce n'est pas nous qui en avons décidé, c'est a priori le gouvernement et c'est le Premier ministre qui l'a annoncé. J'attendais des informations, je n'en ai pas. Quant à la deuxième question, la première, vous auriez pu me répondre par rapport au recouvrement des pensions pour les femmes en charge des enfants et de savoir comment vous comptiez procéder et aider les CAF à pouvoir récupérer cet argent. Je m'étonne que sur ces deux questions très précises, vous n'ayez pas pu m'apporter aucune réponse. Kerbraon pour le groupe socialiste. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, mon intervention portera, Madame la Ministre, sur les préoccupations des gens de mer quant à l'avenir de la Caisse maritime d'allocation familiale. Cette dernière est née de la fusion, vous le savez, il y a 10 ans des CAF Commerce et Pêche. Elle accompagne les familles de marins en versant les prestations familiales et joue également un rôle d'URSSAF. Cet organisme développe également une action adaptée aux spécificités du monde maritime et assure une homogénéité de traitement sur l'ensemble du littoral. Il coopère également avec l'établissement national des invalides de la marine. Le territoire breton dont je suis élu compte ainsi près de 22 000 bénéficiaires. Je veux rappeler le trépied de la protection sociale du monde maritime, lequel repose sur 3 composantes, l'ENIM, la Caisse maritime et le service social maritime. Or, à l'heure de la signature de la COG, de la branche famille, l'État prévoit de répartir les allocataires dans les caisses d'allocation familiale de chaque département. Une telle décision, si elle devait se concrétiser, fragiliserait le système de protection sociale du monde maritime, alors même que les orientations des organismes dédiés à ce monde maritime s'inscrivent pleinement dans une recherche d'efficacité au meilleur coût, par le développement des téléprocédures, la coopération entre les organismes de protection sociale pour faciliter l'accès aux droits, l'accompagnement des publics fragilisés, la simplification des procédures administratives. La disparition de la Caisse maritime constituerait un signal négatif au moment où la France, à juste titre, veut développer une politique maritime ambitieuse. Par ailleurs, elle ne générera aucune économie majeure. Les frais de personnel, qui représentent 82% du budget, resteront intégrés dans les budgets de la branche famille. La CMAF ne représente que 0,05% des coûts de la branche famille. Par contre, elle ne manquera pas de provoquer un problème de lisibilité pour les familles de marins, avec un risque fort sur les problématiques d'accès aux droits. Enfin, cette disparition remettrait en cause à terme la spécificité de l'ENIM. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous préciser les dispositions que le gouvernement entend prendre afin non seulement de rassurer les gens de mer, mais aussi de conforter la CMAF dans son rôle essentiel au dispositif social du monde maritime. Je vous remercie. Bien, merci. Madame la Ministre. Pour vous répondre, le projet de loi des droits des femmes répondra à la question de l'ASF et le rapport de Christophe Sirugue répondra à votre autre question sur les jeunes, donc pas d'impatience. Sur la Caisse maritime d'allocation familiale, il faut quand même, je dirais, tenir compte des remarques que l'IGAS fait sur sa volonté de faire fusionner la CMAF au sein du régime général auquel elle est déjà liée par convention. Vous savez que quand même la population couverte est en forte décroissance, tout comme le nombre de marins. C'est 6 388 allocataires et c'est ce qui explique cette faiblesse numérique, puisque pour vous donner un élément de comparaison, la plus petite CAF métropolitaine couvre 17 000 allocataires. D'autre part, compte tenu de sa petite taille, cette caisse a un ratio de frais de gestion sur prestation très élevé.
Elle ne couvre pas par ailleurs l'ensemble des marins et elle dispose d'un ancrage territorial réduit puisque vous avez une caisse à La Rochelle et 4 antennes locales. Donc il y a une réflexion qui est menée pour à la fois tenir compte de ce qui est effectivement la spécificité de cette caisse maritime et de ne pas heurter effectivement cette population dont la spécificité doit être totalement reconnue, mais aussi en même temps cette volonté d'harmonisation, de rapprochement pour que le système soit tout aussi efficace sur la base d'une intégration des personnels de la CMAF, sur le fait que les prestations légales familiales versées par la CNAF sont identiques à celles versées par le régime général et effectivement pouvoir bénéficier d'un réseau d'accueil plus important. Nous travaillons avec mon collègue en charge des transports justement sur la meilleure adéquation entre le maintien d'une spécificité et en même temps la nécessité d'être plus efficace. Merci, Monsieur Kerdraon. Oui, j'ai bien entendu votre réponse. Je veux simplement rappeler l'attachement, et notamment, ça a été fait récemment, le Conseil supérieur des gens de mer a réaffirmé son attachement à cette CMAF. Et je voudrais quand même souligner que des recherches d'optimisation de la structure sont en cours de réflexion, notamment en renforçant le partenariat entre l'ENIM et la CMAF sur la simplification des démarches administratives en matière de recouvrement, en permettant également aux allocataires de la CMAF de bénéficier de toutes les prestations familiales au sein de la CMAF. Je rappelle qu'elle ne verse pas l'APL, par exemple, et également en poursuivant le travail avec le service social maritime sur l'accompagnement des familles. Et grâce au guichet unique, cela permettra d'optimiser l'accès aux droits tout en simplifiant les démarches administratives. Et je soulignerai pour conclure que la profession de marin est une profession à risque. Les familles sont relativement isolées. Les marins-pêcheurs connaissent une importante fragilité de leur rémunération et ils sont particulièrement attachés, même uniquement sur les littoraux, à leur caisse spécifique. Merci. Monsieur Alain Fouché pour le groupe UMP. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur 2 points. Le premier concerne le financement de la réforme des rythmes scolaires. La Caisse nationale d'allocation familiale devrait concourir avec l'État au financement du fonds d'amorçage destiné à aider les communes dans la mise en place de la réforme, qui représente un coût important pour les collectivités. Le président de la CNAF a indiqué récemment qu'il n'aurait vraisemblablement pas les moyens de financer une telle réforme, d'autant que la CNAF intervient déjà auprès des communes. L'inquiétude des maires qui ont choisi de mettre en place la réforme à la rentrée de septembre 2013 grandit, car tous ont intégré à leur budget la dotation qui était prévue pour la mise en œuvre des nouveaux rythmes, mais naturellement, le compte financier n'y est pas. Le deuxième point sur lequel je voudrais vous interroger, mais ça a été évoqué, mais ça concerne toutes les caisses, il s'agit du manque d'effectifs au sein de cette institution, et dans mon département aussi, qui est celui de la Vienne, le retard de traitement des demandes de RSA en particulier dans l'ouverture des droits peut avoir des incidences graves pour les bénéficiaires. Le nombre de ces dossiers a considérablement augmenté ces derniers temps. A contrario, les moyens pour traiter ces demandes n'ont pas progressé. In fine, le traitement de délai prévu de 10 jours a été difficile à respecter depuis le début de l'année 2013. La question des effectifs est donc capitale. Maintenir, voire renforcer les structures locales semble donc opportun dans le contexte actuel. Madame la ministre, pouvez-vous me donner des éléments chiffrés sur l'évolution des effectifs ainsi que sur la participation de la CNAF au financement de la réforme des rythmes scolaires? Madame la ministre. Sur les effectifs, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai pu déjà indiquer au cours des différentes réponses. Sur la réforme des rythmes scolaires, vous voyez qu'il faut toujours être prudent, je le dis, puisque vous citiez les propos de M. de Roussan, il sera signifié très clairement qu'un fonds de 250 millions d'euros sera affecté au financement de la réforme des rythmes scolaires et que cette dépense nouvelle de 250 millions vient s'ajouter aux crédits qui sont déjà consacrés au financement du temps périscolaire. L'accompagnement financier prend 2 formes.
c'est-à-dire qu'à titre exceptionnel, la CNAF versera une participation financière au fonds d'amorçage au titre de l'année 2014 et à titre pérenne, la branche famille participera au financement de la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs par l'intermédiaire d'une prestation de services spécifique. Cette prestation sera versée aux accueils organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial et aux accueils respectant la réglementation édictée par la branche famille. Cette aide est destinée à participer au financement des heures de temps périscolaire supplémentaires induites par la réforme et elle sera versée en fonction du nombre d'élèves fréquentant les accueils, dans la limite de 3 heures par semaine et de 36 semaines par an. On sait dès à présent que le montant annuel de l'aide sera d'environ 53 € par élève, qu'il sera régulièrement revalorisé. Cela veut dire que pour les communes qui se sont engagées dès la rentrée 2013-2014 dans la réforme des rythmes scolaires, elles vont bénéficier à la fois du fonds d'amorçage et du fonds versé par la CNAF. Fonds d'amorçage, c'est autour de 50 €, fonds de la CNAF, 53 €, alors que l'on sait que le coût global d'une heure est de l'ordre de 130 €. Donc vous voyez que l'effort qui est fait pour aider justement ces communes à assumer la réforme des rythmes scolaires est tout à fait important et conséquent. Merci, Monsieur Fouché. Madame la ministre, sur les effectifs, il faut renforcer les effectifs et mettre des emplois d'avenir, c'est très bien, mais à la condition qu'ils soient pérennisés, comme l'ont été d'autres emplois. Mais ça ne suffira pas forcément. Deuxièmement, sur les rythmes scolaires, tout ceci a été décidé rapidement, sans véritable concertation. Je note que vous demandez à la CNAF de faire un effort, mais l'effort n'est pas suffisant, naturellement, pour les communes, puisque les aides de l'État ne seront pas forcément pérennisées et les aides de la CNAF ne seront pas forcément pérennisées. Donc les communes connaissent ces difficultés, on rencontre les maires, on le sait, ça va être très difficile pour eux, ils se retournent même vers les conseils généraux pour demander qu'on les aide financièrement. Donc je crois que dans ce domaine, puisque l'État a lancé cette procédure, il faut que l'État fasse plus, cela me paraît utile et important. Merci. Madame la ministre, mes chers collègues, je suis particulièrement heureux de saluer en votre nom la présence dans notre tribune d'honneur d'une délégation de l'Assemblée nationale du Québec, conduite par son président, notre ami M. Jacques Chagnon. La délégation est accompagnée par notre collègue Jean-Claude Carle, président du groupe d'amitié France-Québec. Voilà, c'est la fin de cette séance des questions cribles consacrée à la situation budgétaire des caisses d'allocation familiale. Vous restez avec nous, bien sûr, sur Public Sénat à 16 h, dans quelques minutes, l'audition en direct de Didier Migaud. Didier Migaud, c'est le président de la Cour des comptes. Il sera auditionné par la Commission des finances. À tout de suite.